Salut internet. Alors je vais la faire courte, tu as un ornithorynque qui parle, du nom d'Etilis, mais qui arrive tout de même à produire des vidéos accompagnées de ma clique, composée de moi-même en fait. Je fais ce que l'on appelle des tops, un concept tout à fait novateur dont je suis absolument certain que personne n'en connaît l'existence, quoique. Allez, sur ce, je vous laisse avec Doc7. Merci ami Topper, je reparle de toi à la fin de la vidéo. Bon les amis, vous vous en doutez, des frontières, il y en a beaucoup. Genre la frontière entre la France et l'Allemagne, la frontière entre le Suriname et le Guyana, la frontière entre... Oui bon, ça va, on a compris mec, ça va. Bon bref, aujourd'hui on va donc parler de frontières. Mais attention, de frontières bien insolites. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par parler des tripoints. Et comme je suis un ouf, je vais même aller jusqu'au quadripoint. Ouais, je suis comme ça, moi j'ai vraiment peur de rien. Enfin si, j'ai peur des crapauds. Bon bref, tripoint, quadripoint, et qu'est-ce que c'est que ces machins-là? Bah en fait c'est très simple, un tripoint c'est un point où trois frontières se rejoignent, c'est évident, et puis bah forcément un quadripoint, bah c'est un point où quatre frontières se rejoignent. Ouais, c'est assez simple en fait. Alors à votre avis, si on considère toutes les frontières terrestres entre les pays du monde, combien ça fait de tripoints et de quadripoints? Bah des tripoints, on se le dit, il y en a des tas. Si on prend les 193 pays reconnus par l'ONU, il y a 169 tripoints internationaux dans le monde. C'est beaucoup, 169. Et des quadripoints alors? Eh ben, il y en a pas. En rajoutant juste un seul pays dans l'histoire, on passe direct de 169 à 0. Enfin non, pas tout à fait. Les 4 frontières qui se rejoignent exactement au même endroit, au nanomètre près, ça d'accord, ça existe pas. Par contre, il y a des quasi-quadripoints qui sont assez intéressants. Déjà, il y en a un qui saute aux yeux quand tu regardes une carte. C'est ce qui semble être le point de jonction entre la Chine, la Mongolie, la Russie et le Kazakhstan. Sur une carte à grande échelle, on jurerait que les frontières des 4 pays se rejoignent en un point. Mais en zoomant un peu, on est vite déçu. En fait, la Mongolie et le Kazakhstan, bah ils se touchent pas. Il y a même 40 km entre les deux. Ok, c'est pas beaucoup comparé à l'énormité des 4 pays concernés, mais quand même. Mais attendez, en Afrique australe, il y a beaucoup mieux. Dans la région du Zambèze, entre la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe et la Zambie, il existe 2 tripoints situés à même pas 150 mètres l'un de l'autre. Bon, celui-là, faut zoomer pendant 3 plombes avant de s'en rendre compte. Sérieux, je comprends pas pourquoi ils ont pas décidé d'en faire un quadripoint, juste pour la beauté du truc. D'ailleurs, ça me permet de vous parler de ce petit bout de terre qui ressemble à rien là, au nord-est de la Namibie. Bah, ce truc bizarre, ça s'appelle la bande de Caprivi. Et c'est les colons allemands installés en Namibie qui ont échangé ce petit bout de terre avec les Anglais en 1890 pour s'assurer un accès au fleuve Zambèze, qui, on se le dit, il reste hyper stratégique pour le commerce dans la région. Bah ouais, le truc il se jette dans l'océan Indien, c'est plutôt pratique. Parler de frontières, c'est toujours quelque chose de très compliqué, parce que parfois ça veut dire qu'il faut se mouiller sur des situations géopolitiques qui nous dépassent. C'est pour ça que je vais vous parler des frontières qui n'existent qu'à moitié, pour vous montrer qu'en fait, une frontière, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et d'ailleurs, c'est quoi une frontière? Je veux dire, combien de pays doivent la reconnaître avant qu'elle existe vraiment? Non mais vous allez voir, parfois c'est limite impossible de répondre à ces questions. Par exemple, il y a une frontière qui est tracée sur presque toutes les cartes du monde, et pourtant un des 2 pays qu'elle délimite ne la reconnaît même pas. Et cette frontière, c'est celle qui sépare la péninsule de Corée en deux. Au nord, la Corée du Nord, et au sud, la Corée de l'Ouest. Non mais bien sûr que c'est une blague, que je parlais de la Corée du Sud. Bon bref, je sais pas si vous savez, mais une guerre a éclaté en juin 1950 en Corée. D'un côté, il y a la République de Corée au sud, soutenue par le bloc occidental, États-Unis, tout ça. Et de l'autre côté, la République populaire de Corée, au nord, qui était elle copine avec les soviets et les chinois. Enfin bref, en juillet 1953, après 3 ans de conflits meurtriers, un cessez-le-feu est signé. Et une frontière est tracée pour délimiter les 2 camps, les 2 pays. Et globalement, 64 ans plus tard, niveau frontière, rien n'a bougé. Le problème semble être réglé. Sauf qu'en Corée du Nord, c'est pas du tout comme ça qu'ils voient le truc. Déjà, en Corée du Nord, on dit pas Corée du Nord, ou bien tu t'exposes à des petits problèmes, style emprisonnement, torture, enfin bon, tous les petits trucs bien sympas du genre. Non, chez eux, on dit juste Corée. Parce que pour eux, ils représentent la seule et véritable Corée, qui a seulement des petits problèmes de rébellion avec sa région sud, qu'il faudra bien régler un jour. Et ça, ça change tout. Ouais, du coup, cette frontière décidée en 53, la dictature nord-coréenne, elle la reconnaît pas du tout. Techniquement, c'est pas une frontière, même si dans les faits, elle interdit sa population de la traverser, mais officiellement, non, elle n'existe pas. C'est quand même un bel exemple du bordel que ça peut être le monde de la géopolitique. Y a qu'à voir la Russie.
Rien que compter le nombre de frontières qu'a la Russie, c'est une galère pas possible. Enfin bon, essayons quand même. Chine, Mongolie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Géorgie, Ukraine, Biélorussie, Lettonie, Estonie et Finlande. Déjà, ça fait 10. Sauf que non, il y a un petit piège, parce qu'on a oublié de compter l'exclave de Kaliningrad. Ce petit territoire là, bien calé entre la mer Baltique, la Lituanie et la Pologne, eh ben il est russe. Et du coup, ça nous en fait 12 des pays limitrophes. Et c'est là que l'ONU s'arrête de compter. Mais c'est bien plus compliqué que ça, sinon ce serait pas drôle. Parce que la Russie, elle considère qu'elle a 2 frontières de plus. Alors encore une fois, je veux pas rentrer dans les détails, hein, sinon la vidéo va durer 7 heures. Mais il y a en Géorgie 2 territoires frontaliers de la Russie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et ces 2 régions, géopolitiquement parlant, faut prendre des pincettes pour en parler. Ouais, parce qu'une bonne partie des habitants de ces endroits réclament l'indépendance. Bien évidemment, Poutine, par intérêt politique, il soutient ces mouvements indépendantistes. Et il reconnaît officiellement les 2 nouveaux États, d'où les 2 frontières en plus. Mais alors du coup, elles existent ou pas, ces frontières ? Bon, là on s'attaque à un gros morceau, je vous préviens. Et une petite séance définition s'impose, parce que je suis pas sûr que tout le monde sache bien ce que enclave et exclave veulent dire. Je pourrais vous dire de poser la vidéo et d'aller demander à tonton Wiki, mais vous me connaissez, j'aime le travail bien fait. Alors je vais vous expliquer ça à ma sauce. En géographie, on parle d'enclave quand un pays ou une partie d'un pays est complètement entouré par un autre pays. Du coup, une enclave, elle a qu'une seule frontière, comme par exemple le Vatican ou Saint-Marin, qui sont 2 enclaves en Italie. Ouais, l'Italie se paye le luxe d'avoir 2 pays à l'intérieur de ses frontières. Tranquille. On peut aussi citer le Lesotho, qui est la plus grosse enclave au monde, puisqu'il se trouve au milieu de l'Afrique du Sud. Et une exclave, tu sais que c'est pas une esclave ex-slave qui s'exclame en s'esclaffant, c'est extra. Non, en fait, une exclave, c'est un bout d'un pays qui a pas de frontière directe avec le reste du pays. Comme l'exemple du Kaliningrad là qu'on a vu il y a quelques secondes. Et pour vous parler d'enclave insolite, on va d'abord se bouger les fesses jusqu'à la frontière belgo-néerlandaise, dans les communes de Barle-Nassau et Barle-Hertog. Je suis sûr que j'ai bien mal prononcé ces trucs. Parce que c'est là que ça commence à bien partir en couille. Ces 2 communes sur une carte, ça ressemble à peu près à ça. Et ouais, c'est un beau bordel, avec des enclaves de partout et des frontières dans tous les sens. Mais bon, vous vous dites, espace Schengen, libre circulation des habitants, tout ça. En fait, ces frontières, c'est que des traits sur une carte. Alors oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de douane à passer, mais quand même, elles ont rien de théorique du tout, ces frontières. Déjà, chaque mètre de chaque frontière est scrupuleusement représenté sur les trottoirs, pour qu'on sache à chaque instant dans quel pays on se trouve. Non mais c'est vrai, imagine t'es au téléphone, si tu payes le double parce que t'es du mauvais côté de la ligne, c'est quand même plus agréable d'être au courant. Et la frontière, elle passe à travers tout et n'importe quoi, elle s'en fout la frontière. Par exemple, elle traverse des rues, des restos, des parkings. Du coup, ton voisin juste à côté, il habite pas le même pays que toi. Tu peux aussi dîner dans un pays et payer dans l'autre. C'est même possible de se garer dans les 2 pays en même temps. Alors, bien sûr, la frontière, elle s'emmerde pas pour traverser des maisons. Il y a des gens, chaque soir, ils se lavent les dents en Belgique avant d'aller se coucher aux Pays-Bas. Tu le sens, le truc bien bordélique? Mais alors, comment on sait dans quel pays ils vivent, ces gens-là? En fait, pour simplifier le truc, on a décidé que c'est la porte d'entrée de la maison qui compte. Si la porte est en Belgique, alors la famille habite en Belgique. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva, il y a une maison qui était traversée par une frontière, pile à cet endroit. Du coup, la maison, elle a 2 adresses, 2 sonnettes et 2 nationalités. Mais tout ça, c'est rien par rapport à ce qui est arrivé à un homme qui a découvert un jour qu'il n'habitait pas dans le bon pays. Faut savoir que la démarcation précise des frontières, elle a été faite qu'en 95 et qu'avant ça, c'était plutôt flou. Du coup, en 95, un mec qui croyait vivre en Belgique, il s'est rendu compte que sa porte d'entrée était en fait aux Pays-Bas. Le truc chiant, c'est qu'il fallait du coup changer tout administrativement, niveau taxes, adresse et tout le tralala. Et ce mec-là, il est comme moi, ça l'emmerde pas mal tous ces trucs. Plutôt que de se taper de la paperasse, le mec, pas con, il a fait des travaux pour déplacer sa porte de quelques mètres. Et voilà, en déplaçant ta porte, tu peux changer de pays de résidence. C'est plutôt cool. Grâce à l'espace Schengen et l'euro, tout le monde peut circuler librement entre les Pays-Bas et la Belgique. Ça rend quand même les choses plus faciles au quotidien. Et ça a surtout rien à voir avec la galère totale que vivent les habitants de cette région bourrée d'enclaves, entre le Bangladesh et l'Inde. C'est un truc de dingue cette région. Elle contient à elle seule 80% des enclaves au monde, avec 106 enclaves indiennes au Bangladesh et 92 enclaves bangladaises en Inde. Et sur les 198 enclaves en tout, 24 d'entre elles sont des doubles enclaves. Et ouais mec, des enclaves dans des enclaves. Enclaveception. Mais attends... Je crois quand même pas qu'on va s'arrêter là. Bah non mon pote. Attaque triple enclave dans ta face. Une enclave dans une enclave dans une enclave. On trouve dans cette zone la seule triple enclave au monde.
Un territoire indien, dans un territoire bangladais, dans un territoire indien, dans le Bangladesh. Mindfuck. Bon, déjà niveau bordel de frontières, on voit qu'on est sur un autre level que les petits joueurs belges et hollandais. Mais ce qui fout vraiment le bordel, c'est que la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, c'est quand même vachement moins open bar qu'à l'intérieur de l'Union Européenne. En gros, pour les quelques 50 milliers de personnes qui vivent dans l'une des enclaves, eh ben elles sont piégées, elles peuvent pas sortir sans visa. Et les gouvernements respectifs, ils en ont pas grand chose à foutre malheureusement. Ils se bougent pas trop les miches pour assurer à tous ces gens l'accès à des besoins vitaux, comme l'eau, l'électricité, des écoles ou des hôpitaux. Bah ouais, il y en a pas dans toutes les enclaves. Et les services d'urgence, ils peuvent pas traverser la frontière, donc pas la peine d'appeler les pompiers, ils viendront pas. Et c'est le même problème pour la police, qui peut pas intervenir dans les enclaves. Forcément, les criminels, ils en profitent bien. Du coup, en 2011, l'Inde et le Bangladesh se sont mis d'accord pour essayer d'améliorer la situation. Mais sur place, on attend toujours des progrès significatifs. Enfin, si, quand même, en 2014, l'Inde a accepté de louer au Bangladesh le couloir de Tinbiga, ce qui a permis de relier l'une de ses enclaves les plus peuplées au territoire principal. Bon allez, c'en est fini des enclaves, je vous avais prévenu que ce serait un gros morceau. Maintenant on peut repartir sur un autre truc qui n'a strictement rien à voir, mais qui est tout aussi barré. On va parler des territoires non réclamés. Parce que oui, il existe encore en 2017 des territoires dont personne ne veut. En fait, hormis l'Antarctique, il y en a deux. Le premier, il est pas si loin de chez nous, en Europe. Il se situe à la frontière entre la Croatie et la Serbie. À l'époque où les frontières entre les deux pays ont été établies pour la première fois, le fleuve Danube s'est imposé comme frontière naturelle. Sauf que tu t'imagines bien que le cours d'un fleuve, ça évolue avec le temps, et le cours du Danube, il a bien changé depuis. Ça crée pas mal de soucis. La Croatie, elle prétend que la frontière est là où elle a toujours été, Danube ou pas. Alors que la Serbie, elle est pas d'accord. Elle considère qu'au moment de la dislocation de la Yougoslavie et de l'indépendance des deux pays, la frontière aurait dû être rediscutée et relocalisée pour suivre le nouveau cours du fleuve. Aujourd'hui, légalement, la première frontière historique, elle tient toujours. Mais bon, dans les faits, c'est plutôt la Serbie qui a le dessus, et le contrôle sur les terres revendiquées par les deux pays. Mais du coup, ça a créé une situation bien bizarre, avec plusieurs bouts de terre qui sont revendiqués ni par la Croatie, ni par la Serbie. Le plus grand de ces territoires, il fait quand même 6 km², c'est pas négligeable. Bon, le deuxième exemple, il concerne un territoire bien plus grand, sauf qu'on n'y trouve rien d'autre que du désert. Et forcément, ça intéresse pas grand monde, le sable. Et surtout pas l'Égypte et le Soudan, les deux pays impliqués dans cette affaire. Déjà, on sait pas très bien où se situe la frontière entre les deux pays. L'Égypte, elle va vous dire que la frontière est ici, alors que le Soudan vous assurera qu'en fait, non, elle est plutôt là. La conséquence de ça, c'est qu'il y a deux territoires qui se retrouvent dans des situations un petit peu improbables. D'abord, les deux pays revendiquent le même territoire, le triangle de Halaib. Encore une fois, je m'excuse si je prononce ça mal. Et déjà, ça, c'est moyen comme situation. Mais surtout, aucun des deux pays ne semble vouloir de l'autre territoire, beaucoup plus petit, qu'on appelle Bir Tawil. En même temps, c'est logique, aucun des deux pays ne peut revendiquer le Bir Tawil. Sinon, ça revient à accepter la frontière voulue par l'autre. Et donc, abandonner le triangle de Halaib, qui, on se le dit, est vachement plus intéressant économiquement. Déjà parce qu'il est 10 fois plus grand, mais surtout parce qu'il est habité et qu'il a accès à la mer Rouge. Alors que le Bir Tawil, c'est un peu nul quoi, il y a personne et il y a que du sable. En fait, cette anomalie, elle remonte à 1899, quand le Soudan était encore qu'une colonie co-gérée par l'Angleterre et l'Égypte. Le Soudan anglo-égyptien, qu'on appelait ça. Enfin bref, à l'époque, la frontière choisie était le 22e parallèle. Mais en 1902, les Anglais ils ont décidé de retracer une nouvelle frontière, appelée frontière administrative, mais sans vraiment non plus supprimer l'ancienne. À croire qu'ils voulaient vraiment foutre le bordel quelques décennies plus tard. Et ça a pas raté, En 56, quand le Soudan est devenu indépendant, ils ont supposé, parce que ça les arrangeait bien, que c'était la frontière de 1902 qu'il fallait garder. Les Égyptiens, ils ont bien sûr prétendu le contraire, et c'est toujours pas réglé depuis. Y a pas à dire, les humains, on est quand même bien meilleurs pour s'engueuler que pour se mettre d'accord. Et c'est bien dommage. Bon, je vous ai déjà parlé de la bande de Caprivi, cette petite langue de terre là en Namibie qui a servi aux Allemands pour s'assurer l'accès au fleuve Zambèze et donc à l'océan Indien. Et en fait, ces petits bouts de terre qui semblent vouloir se barrer de leur pays, en français on n'a pas vraiment de terme bien précis pour en parler. On est obligé d'emprunter celui des géographes américains qui ont appelé ça une panhandle. Ouais, les Américains ils trouvaient que ces petites bandes de terre sur une carte ça faisait bien penser à la poignée d'une poêle, alors bon, en anglais voilà, une queue de poêle, ça se dit panhandle. Me remerciez pas, je vous ai appris un nouveau mot anglais hyper utile. Allez, on continue. Bon, donc des panhandles, vous vous doutez qu'il y en a un paquet. Déjà, rien qu'au niveau des frontières nationales. Alors, je pourrais vous parler de Siliguri, cette petite langue de terre étroite de 21 à 40 km, qui sépare le Népal et le Bangladesh, et qui relie la partie principale de l'Inde à sa queue de poêle. Mais bon, on est déjà resté pas mal de temps dans la région du Bengale, alors je vais plutôt vous emmener dans le corridor de Wakhan, dans la région montagneuse du Palmyre en Afghanistan. Ce corridor-là, c'est aussi une queue de poêle, qui mesure environ 210 km de long et 20 km de large pour ses passages les plus étroits. Au nord de Wakhan, on trouve le
Tadjikistan. Et au sud, c'est le Pakistan. Et tout à l'est du corridor, l'Afghanistan partage 32 petits kilomètres de frontière avec la Chine. Là-bas, au sommet du col de Wajir, se trouve l'un des postes frontières les plus élevés au monde, à une altitude de 4293 mètres. Mais surtout, c'est la frontière terrestre qui marque le plus grand décalage horaire au monde. Ouais, entre l'Afghanistan et la Chine, il y a 3h30 d'écart. Du coup, au sommet du col, si vous êtes en Chine et pile poil au bon endroit, il suffit de faire un pas vers l'Afghanistan pour revenir 3h30 en arrière. Bon après, bonne chance pour arriver jusque là, parce que déjà 4293 mètres, il faut le faire, c'est haut et en plus il n'y a aucune route moderne qui le traverse ce corridor. Non mais forcément, c'est pas une des frontières les plus franchies au monde, je vous le cache pas. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi l'Afghanistan possède cette petite queue de poil. Et comme beaucoup de trucs un petit peu incompréhensibles en rapport avec les frontières, c'est à cause des empires coloniaux, les Anglais et les Russes cette fois. Vous voyez, au 19e siècle, les Anglais et les Russes, ils étaient grave en concurrence en Asie pour coloniser le plus de territoire possible. Alors que la Russie a tour à tour réussi à annexer le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, et qui cherchaient à tout prix à se rapprocher de l'océan Indien, les Anglais, eux, ils ont réussi à conquérir l'Inde, la région du Bengale et celle du Pakistan. Et là, vous remarquez que dans la région, il reste plus que l'Afghanistan à se mettre sous la dent. Tout simplement parce que les tribus locales, elles se laissaient pas faire, et elles arrivaient plutôt très bien à résister aux colons. Mais bon, au bout d'un moment, les Afghans, forcément, ils ont fini par céder face à l'armée anglaise, qui a pris le contrôle du territoire à la fin du 19e. Mais quand même, les Anglais, ils en ont fait une colonie à part au sein de leur empire. Déjà, ils ont continué de considérer les frontières entre l'Afghanistan et le reste des colonies, et puis ils lui ont laissé toute une autonomie qu'avait pas l'Inde ou le Pakistan. En fait, ça arrangeait bien les Anglais, comme les Russes, d'avoir un état un petit peu plus neutre pour faire tampon entre les deux vrais empires. Sauf que sur 200 km, il y avait une frontière directe entre le Pakistan et le Tadjikistan. Pour régler le problème et faire de l'Afghanistan un tampon parfaitement étanche entre les deux empires, les Russes et les Anglais, ils ont décidé de donner aux Afghans le corridor de Wakhan. Eux, ils avaient rien demandé, mais bon, pourquoi pas, Dis-moi l'ami, tu veux une frontière avec la Chine? Non? Non, désolé, de toute façon t'as pas le choix, donc voilà. Voilà, félicitations pour ta nouvelle frontière. Pour finir, je voulais vous parler de deux cas de frontières très insolites et qui rentrent dans aucune catégorie. L'Antarctique et puis les îles Diomède. Parlons d'abord de l'Antarctique. Avant même de commencer, on peut se demander, un continent qui n'a pas d'habitants permanents, ni même de gouvernement, à quoi ça peut bien lui servir des frontières? Et tu t'en doutes, c'est encore des histoires de revendications territoriales. Ah, ça on aime bien coloniser, même les gros glaçons. Déjà le truc bien what the fuck, il y a plus de territoires revendiqués en Antarctique que de frontières officielles. Ouais, des portions de l'Antarctique sont revendiquées par le Royaume-Uni, la Norvège, l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, voire même le Chili et l'Argentine. En gros, il y a une partie de la banquise qui est revendiquée à la fois par 3 pays. Vous voyez pas comme un problème, vous? En plus, juste à côté, il y a toute une partie revendiquée par personne. Ça n'a juste aucun sens. Bon, en vérité, depuis le traité de l'Antarctique signé en 1959 par 50 pays, plus grand monde peut s'approprier cette partie de la banquise. Ah, et si vous avez été attentif à la carte que je vous ai montrée, vous avez remarqué que le pôle Nord est en fait un heptapoint, pile poil à la rencontre de 7 pays. Sauf que les revendications territoriales de l'Antarctique, ils sont pas reconnus au niveau international. Donc désolé les gens, pas d'heptapoint officiel. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous ai gardé une frontière pour finir qui est sacrément insolite et plutôt unique en son genre. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous explique vite fait ce qu'est la ligne de changement de date. Alors la ligne de changement de date, c'est une ligne imaginaire à la surface de la Terre, dans l'océan Pacifique, qui longe approximativement le 180e méridien. Et ça sert à indiquer l'endroit où il faut changer de date quand on la traverse. Merci Wikipédia. Et c'est là qu'interviennent les îles Diomède, deux toutes petites îles en plein milieu du détroit de Bering, qui fait la séparation entre la Sibérie russe d'un côté et l'Alaska américaine de l'autre. Bon, déjà ces deux îles, alors qu'elles sont juste à côté l'une de l'autre, à seulement 4 km de distance, elles font pas partie du même pays. Non, à l'est, la petite Diomède, qui est quand même habitée par 170 Inuits, elle est rattachée aux États-Unis, alors que la grande Diomède à l'ouest, elle sert de base militaire pour la Russie. Du coup, entre les deux îles, il y a une frontière maritime entre la Russie et les États-Unis. Mais le truc vraiment ouf dans tout ça, c'est que cette frontière, elle colle parfaitement à la ligne de changement de date qui passe aussi entre les deux îles. Il faut bien que la petite Diomède américaine ait le même fuseau horaire qu'en Alaska, et il faut bien que la grande Diomède, elle soit à l'heure de la Sibérie. Du coup, oui, il y a 21 heures d'écart entre les deux, rien que ça. En gros, quand il est midi sur la petite Diomède, il est 9h du matin sur la grande Diomède, mais le lendemain. On a déjà parlé de la frontière afghano-chinoise au bout du corridor de Wakhan, la frontière terrestre avec le plus large décalage horaire entre deux pays, avec 3h30 d'écart. Et c'est de la gnognotte par rapport à la frontière maritime qui sépare les îles Diomède. Alors qu'elles sont juste à côté, les deux îles ne partagent la même date que 3 heures par jour. Du coup, pour les fanats du Nouvel An, c'est un bon moyen de le fêter 2 fois. Le 31 décembre, là, tu te pointes sur la grande Diomède, tu fais bien la teuf avec les militaires russes, et puis dès que c'est fini, hop, petite Diomède, États-Unis, et puis tu recommences ça quelques heures plus tard, tranquille.
Bon, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a beaucoup de cartes, mais vous le savez, j'adore la géographie. Et non, j'ai pas oublié qu'il y a un an, je vous ai promis un format d'émission de géographie. Je vous avoue que techniquement, j'avais pas vraiment le niveau avant et j'ai longtemps hésité. Alors voilà, considérez cet épisode sur les frontières comme un premier test pour les futures émissions de géo. Non mais sérieux, la géo c'est souvent considéré comme un truc chiant, alors que c'est juste trop cool. Il y a tellement de trucs insolites et what the fuck dans ce domaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs. Et n'oubliez pas de fracasser ce pouce bleu si vous avez aimé le ton. Sinon aujourd'hui, je voulais vous parler de la chaîne d'Etilis. C'est un jeune topper qui, je trouve, se démarque un petit peu du lot. En tout cas, ses montages sont bien soignés et je sens vraiment une réelle passion, qui est malheureusement bien peu présente chez bon nombre d'autres chaînes de top. Bref, foncez, je pense m'y connaître en chaîne de classement insolite, et lui, c'est un bon. De l'autre côté, n'oubliez pas de vous abonner, de me rejoindre sur Twitter, Facebook pour pas louper les prochaines vidéos. J'espère que ce nouveau rythme de sortie de vidéo vous plaît. Moi perso, je kiffe. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.